Bonjour à tous, je suis très content de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Parle-moi bien. Vous avez capté un peu l'idée, nous ce qu'on aime c'est donner la parole à ceux qui la prennent que très rarement. Donc merci encore à tous ceux qui nous accordent leur temps et leur confiance. Aujourd'hui, on va une nouvelle fois retracer le parcours d'une personnalité emblématique de Marseille, quelqu'un qui a marqué l'histoire de la musique et de la ville, celui que tout le monde considère comme étant une légende, le rappeur préféré de ton rappeur préféré, un des plus grands lyricistes que le rap français ait connu, j'ai nommé REDK. Pour devenir un sage poète de la rue, et crois pas que j'avance à tâtons comme un père qui rentre de Java. J'écris des lettres à Macron avec l'impertinence. Salut Kader, comment vas-tu? Salut, très bien, après une telle intro, je ne peux que bien aller. Normal, logique. Mais d'ailleurs, ça enchaîne avec un peu ma première question. Est-ce que tu es OK avec une présentation de ce type, c'est-à-dire qu'on t'honore, on te donne ce titre honorifique de légende, et est-ce que tu comprends? Alors j'ai toujours un peu de mal à dire ouais, je suis une légende de Marseille et tout. Mais je pense avoir marqué d'une certaine manière, à ma manière d'ailleurs, l'histoire du rap marseillais, même si c'est un bien grand mot de le dire, parce que c'est pas, je pense que c'est moins par les stats et par les performances statistiques et chiffres que j'ai marqué mon empreinte. Si tu me dis Ayam est une légende du rap marseillais, eux ils cochent toutes les cases, tu vois. Ouais. C'est pas amoindrir ce que j'ai fait que de ne pas me considérer comme légende, tu vois. Parce qu'il y a un spectre autour de toi, comme il peut y avoir aussi autour d'autres artistes, comme notamment Laura Luciano aussi. Il y a quand même ce truc où on se dit un peu, il y a cette notion un peu de roi sans couronne. Un peu, peut-être qu'on t'a déjà donné ce nom-là, entre guillemets. À chaque fois qu'on parle de REDK, c'est « il est trop fort, je comprends pas, pourquoi, s'il est plus là ?» Et donc c'est aussi ce qui vaut cette introduction, quoi. Ouais, non, mais ça, j'ai droit, même à chaque fois que je croise quelqu'un dans la rue et j'ai jamais compris, tu mérites pas ça, et pourquoi lui il est là-haut, et pourquoi toi t'es en bas, et pourquoi si ça. Mais c'est pareil, même si ça peut être mal perçu, moi je trouve que c'est une manière, un témoignage d'un amour de ma musique. Donc, quel que soit le titre honorifique que tu y mets derrière, de légende ou meilleur de Marseille ou meilleur de France, enfin tout ce que j'ai pu entendre, déjà ça fait plaisir et ça veut dire que j'ai atteint un des buts que je m'étais fixé quand j'ai commencé ça, c'est au minimum de pas être ridicule quand je prends le micro et au mieux d'être apprécié par ceux qui apprécient la musique. Ben, on va revenir de toute façon un petit peu sur ton parcours, sur tes débuts dans le rap, notamment avec ton groupe. Mais déjà, moi ce qui m'intéresse aussi, en tout cas au début, c'est d'en savoir plus sur Kader, d'où tu viens, où tu es né. Et comment tu accroches avec la musique, le premier lien que tu entretiens avec la musique, comment se fait-il? Alors, d'où je viens, de Marseille, 100% marseillais. Mon premier domicile, c'était au 14 rue du Bon Pasteur, en plein Porte d'Aix. On a ri avec certains artistes du centre-ville. Je me disais, mais alors en fait, t'es pas du quartier nord, toi, Mais j'ai dû y faire du Cévezou. J'ai dû y faire peut-être 6 mois avant d'atterrir à La Rose, quartier dans lequel j'ai quasiment fait toute ma vie. C'est là-bas que j'ai rencontré d'ailleurs un des membres du groupe Carpe Diem, Picrat. C'est mon frère d'une autre mère, mais vraiment c'est même pas qu'une expression, tu vois. Nous, nos mères, quand on était minots, elles nous confondaient, tu vois. Elles nous appelaient Kader, ah non, c'est pas toi. Ouais. C'est là que j'ai fait mes premières classes, on va dire. Et sur le plan musical, moi, c'est vraiment classique. Hein. Au tout début, tu es petit. Nous, à l'époque, c'était M6 Musique. Donc, tu consommes ce qu'il y a. Enfin, c'était la variété française, essentiellement. Je me rappelle que j'étais un grand fan de... Comment ça s'appelle ? Florent Pagny, là. Un son... J'arrêtais pas de le mettre sur cassette et je l'enregistrais. Savoir aimer ? Non, c'est bien plus vieux. Ouais. Okay. Je l'oubliais. Il va revenir plus tard. Moi, je suis de génération 82, donc okay. Toute la variété française et toute la pop au sommet de son art. Ce qui a fait que j'ai eu un amour pour l'écriture, parce que je pense que c'était quelque chose qui primait, quoi. Enfin, ça coulait de source d'écrire une chanson et de bien l'écrire. Donc finalement, ton premier lien avec la musique, c'est avec la chanson française. Alors, du peu que je m'en souvienne, hein, de si loin que je me souvienne, je pense que c'est ça. Et bien évidemment, après 82, je me suis pris Michael Jackson de plein fouet. C'est l'artiste ultime. Comme tout le monde, j'ai envie de dire. Oui, comme nous tous. Hein. Et petit à petit, tu te prends au jeu. Après, le rap vient faire son... En grandissant. C'est ça, exactement. J'ai aimé le rap dans un premier temps, et ensuite, quand l'avènement de Chris Cross, des minots comme moi, salopette à l'envers, j'ai dit, ah ouais, je vais faire ça. Ouais. Et après, c'est de là que tout est parti en vrai.
Beaucoup de rappeurs de cette génération-là ont été Ah vraiment oui, mais marqués c'est sûr. par ce C'est phénomène sûr. criss-cross, quoi. Qui ont, je crois, pas fait beaucoup de choses ou pas longtemps, quoi, mais ça a Ouais. été un cataclysme. Oui, ils ont révolutionné toute une génération. Après, même d'ailleurs, ils ont mal fini, je crois. Très Ouais, mal il me fini. semble, ouais, exact. Mais ils ont eu leur influence et je pense que toute la jeunesse est identifiée à eux et c'est comme ça que nous, on a mis le pied à l'étrier, qu'on s'est dit et pourquoi pas être les criss-cross de France. Ouais, Enfin, ouais. Ça commence un peu comme ça, oui, quoi. oui, c'est sûr et certain. Et- Moi, j'allais en salopette à l'envers à l'école. Ah ouais. Oui, j'étais À fond, à matrixé fond. criss-cross, ouais. Et du coup, là, tu en parlais, tu l'évoquais un peu, mais d'où vient effectivement ce vocabulaire, cet amour des mots qui n'est pas forcément super répandu. En tout cas, toi, c'est quelque chose qui te caractérise particulièrement. Donc, est-ce que c'est quelque chose que toi, tu as nourri de toi-même en lisant, en essayant vraiment d'aller à la quête de nouveaux mots, etc. Ou c'est quelque chose qui est venu à toi naturellement? Je pense que de manière naturelle, déjà, j'ai un attrait pour la langue française. Enfin, dans tous les cas, quand j'étais petit, c'était la matière dans mon parcours scolaire, c'est même pas quand j'étais petit, tout mon parcours scolaire, c'est là où j'étais le plus fort. Et après, peut-être que ça s'est transposé sur l'aspect écriture. Je me rappelle même en expression écrite ou orale ou dans la récitation des poèmes, c'est là où j'excellais. Donc déjà, ça m'a toujours suivi. Et puis aussi, ce que je te disais, c'est qu'à partir du moment où tu prétends écrire, moi je suis d'une époque, parce qu'aujourd'hui ça a totalement changé, tu vois, mais je suis d'une époque où si tu prends le stylo et t'écris, ben, faut que tu le fasses bien, quoi. Quel que soit ton propos, moi je pense qu'il y a un minimum de forme à mettre, même à travers les rappeurs de l'époque, hein, enfin, ce que j'avais dans mes Comme cassettes, référence, quoi. références, Ouais. que ce soit IAM, NTM, peu importe, du plus hardcore au plus conscient, entre guillemets, il y a toujours une forme d'écriture, un certain respect de l'écriture. Et du coup, moi, quand j'écoutais IAM, quand j'écoutais même des morceaux, je pense à, comment ça s'appelle, Retour aux Pyramides, X-Men, quand il dit je suis à la recherche d'espaces vierges comme Vasco de Gama, je dis Vasco de Gama, c'est qui? Et en fait, j'ouvrais des bouquins, les grottes de Lascaux, c'est quoi les grottes de Lascaux? Donc le rap a participé finalement aussi Ah oui, non, mais pleinement. d'une certaine manière à ton éducation, en tout cas sur la partie de la langue française. Ah oui, quoi. pleinement, parce que c'était des artistes intéressants, tu vois. C'était des artistes, il fallait que je comprenne un minimum ce qu'ils racontent, il fallait que je comprenne complètement le discours tenu, où ils voulaient en venir. Du coup, moi, ça coulait de source. Je sais pas quel est ce mot. Hop, on ouvre le dictionnaire. J'ai fait ça comme si c'était. Non, à l'époque, c'était des gros pavés, des Larousse. Un trop de violence et la génération tour. Ici les bambins grandissent vite, voilà l'étalage. Quand qui te parle s'en fout de savoir quel âge t'as. Roule des joints gros comme les locks roulés des Rastafari. Règle leur brouille en chasse à l'homme en safari de Paris. On arrive à 1995 avec justement, si je dis pas de bêtises, tes débuts en tout cas dans le rap avec ton groupe Carpe Diem. Comment du coup vous vous connectez tous ensemble? Tu as parlé de Picrate tout à l'heure qui vient aussi de La Rose et avec les autres membres, donc Réseau, Hello, Picrate et toi, j'ai oublié un, Teddy. Comment vous vous connectez au départ? Alors, à la base, avec Picrate, justement, nous, on avait commencé de notre côté, avec les potes. Sauf que les potes, eux, ils n'étaient pas dans ça. Enfin, c'était l'effet de mode, on faisait les cons et tout. Mais après, nous, on a continué sérieusement. Et puis ensuite, on a rencontré Auster, qui était un rappeur aussi de la ville, qui, lui, nous a connectés, parce que c'est un mec c'est le maire de la ville. Okay. Je sais pas si peut-être tu le connais ou. Ouais, ça en parle de moi. Ouais. Il connaît tellement de monde que lui il connaissait des rappeurs. Et quand il nous a connus à nous, il dit attendez, je vais vous présenter un pote à moi. Et après, on a commencé à faire des réunions. Le plug, quoi, les bons C'est tuyaux. d'ailleurs grâce à ce fameux Auster que je salue bien bas, que j'ai connu Sopra. Nous, à l'époque, on faisait des sessions freestyle dans une des caves de notre quartier. Je me rappelle, on avait un micro pendu avec une chaussette. Vraiment les trucs à l'ancienne. Et il avait ramené Sopra, là, c'est 94, 95, ça. Il était venu, on avait fait des freestyles, et c'est comme ça que nous, on s'est connus et que l'amitié s'est faite avec Sopra. Quelqu'un d'important, du coup, Auster, il a beaucoup compté, du coup. Ah oui, très important, parce qu'il m'a connecté avec le reste des membres de Carpe Diem, avec Sopra,
Lui, comme je te dis, il connaissait absolument tout le monde, donc il était très dans les magasins spécialisés dans lesquels on pouvait choper des mixtapes, des cassettes à l'époque, parce que c'est pas aussi libre d'accès à l'époque. Bien sûr. Et oui, personnage central. Et c'est vrai qu'à cette époque-là, celui qui m'avait mis le pied à l'étrier, parce que je l'ai oublié, c'était un gars qui s'appelle Zen. On va dire les premiers pas rapologiques, les premières sessions de freestyle. La première vraie approche avec le rap, c'était chez ce fameux Zen. D'accord. Que je salue aussi au passage. Il m'avait fait découvrir la clica. Et, il avait des instrus. Nous, à l'époque, on avait 10-12 ans, tu vois. Des instrus, c'est pas comme maintenant où tu vas sur YouTube, tu tapes instru, tu as tout ce que tu veux. Ça a bien changé, oui. Et c'est lui qui m'a mis réellement le pied à l'étrier. Et à l'époque, quand vous connectez avec Carpe Diem, vous vous appelez pas Carpe Diem. Non. Vous appelez Maudit Gang. Hein. Exactement. Oui, c'était le mot du gang. Après, c'était un nom qui nous portait tellement la poisse, on s'est dit, bon les gars, faut changer. Il est vraiment maudit. Ouais. Après, on a réduit, on a fait MG. Après, on s'est dit, non mais merde, ça marche toujours pas. Donc, le M, le fantôme du maudit, il est toujours dans le M. On a fait 137. Okay. Parce que 13, c'était la 13e lettre de l'alphabet, 7, c'était le G. Et il y a eu une séparation, une restructuration du groupe. Et après, on a séparé carrément les deux entités. Et du coup, c'est devenu Carpe Diem. On soit les pilotes du gamin, loin de l'épilogue, on annonce notre arrivée en tête sans propos équivoques, donc partez en retraite. Je pense qu'il est temps que tous nos quartiers progressent. T'es HLM, on veut tous voir le POC. Les dinosaures, ils veulent. Ok, voilà l'histoire de Carpe Diem. Comment c'est devenu Carpe Diem pour ceux qui ne savent pas. Donc il y a eu plusieurs projets de Carpe Diem. Ouais. Ça a commencé en 2005 avec Notre Silence à son mot à dire, si je ne dis pas de bêtises, qui est une sorte de street album. Oui, c'est ça, c'est une carte de visite. Carte de visite, et puis après il y a eu deux albums, je crois. Alors il y a eu En temps voulu en 2007. C'est ça. Et il y a eu l'album éponyme Carpe Diem. Ouais. Et ensuite. Et entre-temps, il y a eu aussi Notre Silence a toujours son mot à dire. Oui. Aussi. C'était la période où on appelait ça les street albums. Ouais, voilà. Le premier En temps voulu. Enfin, Notre Silence a son mot à dire, c'est vraiment c'est un des projets que moi j'affectionne le plus parce que là vraiment on avait les crocs. Ouais. Là, c'était tu es au sommet de ta motivation, de tout, tu donnes tout ce que tu as. Même dans la démarche, je me rappelle, on avait fait copier plein de CD avec des petites pochettes de CD-ROM là, tu vois. On avait fait des pseudographismes, et on avait postulé de partout. C'est grâce à ce projet-là qu'on a été joué la première fois à Skyrock par là. D'accord. Ouais. Lui, il symbolise vraiment notre détermination, notre hargne de l'époque. Ouais. Et il a une place particulière dans mon cœur, celui-là. D'accord. Le premier. Le tout premier, ouais. Ok. Justement, ça rejoint un peu ce que je voulais savoir, c'est qu'est-ce qui, selon toi, vous définissez, vous caractérisez en tant que groupe, et qu'est-ce qui a fait, selon toi, que Carpe Diem a quand même marqué son époque, notamment sur Marseille? Je pense que nous, on sortait du lot. Hein. C'est pas. On était des Marseillais, mais qui faisaient pas du rap marseillais dans sa forme définie. À l'époque, on disait ouais, c'est rap conscient, ça parle de vraies choses. Tu vois, IAM, Psychiatre, FF, sont arrivés avec un côté beaucoup plus street, on va dire. Et nous, à travers nos influences. Parce qu'on avait le côté, on ne va pas dire de bêtises, de conneries, rapper pour rapper, un peu influencé par le rap conscient d'IAM. Et nous, on était des bousillés de Time Bomb, nous, à l'époque. Toute la vague lunatique, tout ça, là. Tout. Nous, on était vraiment friands de ça. À l'époque, c'était nos... Un rap très parisien, quoi, finalement. Exactement, ouais. Et du coup, le mix de tout ça, ça a donné quelque chose de particulier à Marseille, tu vois, même dans la construction des rimes, dans la manière de rapper, dans les flows. C'est ce qui, je pense, nous a fait sortir du lot à Marseille, tu vois. On avait notre identité à nous. Et, quelque chose finalement d'assez hybride, en fait, avec votre identité marseillaise et vos influences un peu ça sonnait pas parisiennes. Marseillais, mais c'est des Marseillais qui en font, et du coup, ça nous faisait sortir du lot. Je pense que c'est ça qui a retenu l'attention des gens, et qui a fait que Carpe Diem a
a réussi à faire partie des groupes de la ville, quoi. D'un gosse que la vie a privilégié, j'apprends à rester modeste, petit. Rappelle-moi Kader, REDK, c'est pour le net et les pochettes de Aussi disques. vrai qu'il ne sert à rien de fuir devant. Dans ton souvenir, comment tu définirais l'ambiance générale un peu dans le rap marseillais à cette époque-là? Donc on est en 2007, 2008. Enfin, le dernier album de Carpe Diem, c'est 2011. Donc entre 2007 et 2010 à peu près. Comment tu définirais l'ambiance dans le rap marseillais? Parce qu'il y a déjà ceux qui sont très installés, les IAM, FF, il y a Psychiatre aussi qui est là. Nous, en tant que spectateurs, en tout cas pour ma part, je vois ça vraiment comme une sorte de grande colonie où il y a beaucoup de collaborations qui sont faites entre les uns les autres. Il y a des open mic, que ce soit l'espace Julien, Café Julien, etc., qui réunissent un peu à chaque fois tout le monde. On a l'impression que c'est une grande colonie où tout le monde se donne la force, il y a une grande solidarité. Toi, comment tu vois de l'intérieur, en tout cas, cette époque-là dans ton souvenir? Dans mon souvenir, moi, c'est la meilleure époque. Enfin, sur le kiff de la discipline, c'était... Quand on sortait, quand on mettait le pied dehors quand on était en mission rap, tu atterrissais dans un freestyle sur la radio Grenouille ou à travers tous les plateaux de l'époque, que ce soit les guinguettes, que ce soit les... Moi, vraiment, c'est une ambiance hip-hop dans sa globalité qui limite me rend nostalgique parce que ça, on était à la recherche de ça, tu vois. Puis il y avait quelque chose de très spontané, j'imagine aussi. Exactement. Oui, mais clairement. Nous, des fois, il y avait des plateaux et on attendait que le micro ouvert pour monter et essayer de partir en freestyle et de rapper, d'essayer de se faire connaître. Et moi je pense que c'est ça, quand tu es galvanisé par l'envie de faire quelque chose et d'être reconnu à ta juste valeur, moi c'est le meilleur moteur, ça. Et je pense qu'une fois que tu le perds, tu es plus dans un truc mécanique. Et justement là, à cette époque-là, tous les ingrédients étaient réunis pour qu'on donne le meilleur de nous-mêmes. Après, dans la collaboration, dans l'univers artiste, ça a toujours été mitigé parce que ça, c'était une époque où tout le monde voulait sortir. Tout le monde pensait que ceux qui étaient à la tête les têtes d'affiche pouvaient nous faire sortir d'un coup d'un seul. Et tout le monde en voulait, du coup, à ceux qui étaient... Encore, ça traduisait une naïveté, une méconnaissance du business, tu vois. Bien sûr. Parce qu'une fois que tu as compris comment le business marche, une fois que tu as compris tout ce que ça implique de sortir un artiste et de le développer, le produire. Ok, d'accord. Mais on était dans le... Mais c'est pareil, en fait, c'est même pas de la naïveté, c'est que tu as tellement envie, tu as tellement la niaque. Mais dans l'ensemble, c'était une très très bonne ambiance. Ouais. Mis à part ces petits Onji et ces racontars, mais moi, c'est une époque... on vivait le rap à 200%. Ouais, c'est ça. Il y avait quelque chose d'organique et puis la passion, elle était à ce moment-là, je crois, encore vraiment intacte. Ah oui, pleinement. En tout cas, la mienne et celle, je parle de moi et au nom du groupe aussi. Hein. Il fallait monter à Paris, on y allait. Il fallait aller dans un concert où il y a 2 personnes, on y va. C'est clair. Je me suis régalé, moi. Et tu as toujours, justement, en parlant de ton groupe, beaucoup mis ton groupe en avant. En tout cas, tu l'as jamais mis en retrait. Il y avait d'ailleurs même cette gimmick qui était propre REDK Carpe Diem, voilà, où tu faisais vraiment le lien entre toi et le groupe. Et j'ai l'impression que eux aussi, à l'inverse, avaient aussi cette volonté aussi de te soutenir même après sur ta carrière solo. Et c'est, je crois, assez rare pour être souligné parce que généralement dans les groupes, on sait que ça finit pas toujours bien. Qu'est-ce qui fait selon toi que vous avez eu toujours cette solidarité entre toi et les membres du groupe? Déjà parce que je pense que ce sont des vrais liens qui nous lient, tu vois. C'est qu'à la base, on s'est connus hors Picrate parce que moi et lui, on a grandi ensemble. Mais on s'est connus via la musique. Mais grâce à ça, on a tissé des vrais liens. Et c'est pas... Il faut un minimum d'intelligence, de maturité pour savoir dissocier les choses et essayer de faire en sorte que ça pollue pas l'entente entre nous, tu vois. Après, c'est facile à dire, mais c'est pas toujours le cas. Parce non, c'est pas du tout le cas. Il y a plein de groupes qui se sont connus aussi, qui étaient des potes et tout, et qui finalement, après, une fois qu'il y a eu des opportunités, des choses comme ça et tout, qui après... Mais c'est pour ça que dans un morceau, je crois que c'est le morceau avec Sopra, tu reconnais les vrais amis quand tu es dans le vif du sujet. C'est quand l'argent, quand il y a un intérêt, quel qu'il soit,
où certaines personnes veulent en tirer profit. C'est là que des fois comment on appelle ça, des personnalités se révèlent et c'est là que ça fout la merde. Mais sauf que moi, je suis absolument pas dans ce mood. Clairement, moi, je m'en fous en fait. Tu vois, ça a été une qualité comme ça peut être un défaut, parce que ça m'a pas poussé à prendre le rap au sérieux comme j'aurais dû le faire. Mais je pense à être hyper loyal et reconnaissant dans ma personnalité. Et c'est d'ailleurs dans l'intro de mon album solo, je dis c'est pas le premier album le quatrième album de Carpe C'est pas Diem. le premier album solo, c'est le quatrième de Carpe Diem. Et c'est exactement ça dans ma tête, tu vois. Et d'ailleurs l'album solo il naît parce que les autres membres du groupe, je me rappelle, c'est Teddy qui avait instigé cette réunion. Il me dit on va chez Kader, j'ai une réunion, j'ai un truc à vous dire et tout. On est chez moi, on est posé, tout ça. Alors c'est quoi le but de la réunion? Je me suis dit ouais, il faut partir sur un autre projet. C'est là qu'il propose, il dit les gars, il y a du bruit autour de Kader, il y a des propositions, il y a ci, il y a ça. Moi, ce que je propose, c'est que Kader il sorte son album solo. C'est-à-dire que c'est même pas une initiative. Moi, je pense que de moi-même, je l'aurais jamais dit les gars. Bon. Les gars, je sens que ça chauffe pour moi. C'est impossible. Ah, mais ça existe, tu aurais pu. Il y en a d'autres peut-être qui l'ont fait. Oui, mais c'est pas dans ma personnalité. C'est pas dans ta personnalité. Vraiment, moi, je kiffe la manière dont on vit le rap en groupe, entre nous. Parce que nous, c'est le collège foufoufou, tu vois. C'est la récré, quoi. C'est des barres de rire à chaque fois. Et je me rappelle, j'avais dit ça à un tourneur, Rémi, que je salue aussi. Il me disait, il commençait à me parler caché, tout ça. Et j'ai dit, frérot, moi, le rap, les concerts, c'est un prétexte pour sortir avec Carpe Diem et on se tape des barres, c'est tout. Et lui, il a halluciné. Qu'est-ce que tu veux que je te donne? Je m'en fous, tu vois. Ouais. Moi, je vis vraiment finalité. le rap dans... Bon, mais attention, je ne vais pas cracher sur l'argent, tu vois. Bien sûr. Il y a un truc qu'on a commencé ensemble, qu'on a vécu ensemble et qu'il faut qu'on termine ensemble, tu vois ce que je veux dire? Okay. Et c'est plus dans mon état d'esprit, c'est ça. Et puis eux, pareil, ils ont eu la lucidité, la maturité, l'intelligence de se dire bah ouais, là il y a évidemment du bruit qui se fait autour de Kader, et ce serait bien qu'il tente son expérience solo. Je pense que cette parenthèse solo, ça a tué les réflexes de groupe, tu vois. Alors ils ont toujours été avec moi dès que j'ai eu des concerts, ils ont toujours été avec moi, j'ai toujours greffé, mais dans le process... La dynamique. Ouais, on a perdu ce réflexe de les gars, il y a un morceau, qui sait qu'il y a un thème, qui sait qu'il y a ci, et c'est ça qui a fait qu'on a eu du mal à embrayer la machine par la suite. Ok. Alors ça, je regrette rien, mais ça a cassé un peu le réflexe créatif du groupe, quoi. Et justement, il y avait à ce moment-là aussi, c'est peut-être de là d'où vient la réflexion de Teddy, je crois, c'est ça, qui a initié le projet solo. Il y avait beaucoup de feats à ce moment-là aussi. Tu étais sollicité sur des featuring aussi à ce moment-là. Donc j'ai noté Akhenaton, Sat, Lafouine, Kalash Lafro, Soprano, déjà à cette époque-là. Comment tu vis ces sollicitations justement de ces personnalités qui sont déjà pour la plupart, en tout cas, très installées dans le rap? C'est une forme de consécration. Moi, je dis toujours, hein, c'est ce que j'explique quand j'ai le temps de l'expliquer aux gens qui me disent ouais, mais comment ça, j'ai pas eu ce que je mérite. J'ai rappé avec tous les mecs qui m'ont donné envie de faire cette musique, validé quasiment par tous les artistes que j'ai pu rencontrer, même des artistes au top de cette nouvelle génération qui me disent, quand je suis amené à les croiser, qui me disent que je les ai inspirés d'une manière ou d'une autre. Et quand ces artistes-là, à cette époque-là, m'appellent, par exemple Sat, je crois que c'est ma première apparition sur un vrai projet en maison de disque d'envergure nationale et tout, Sat de la FF, tu vois. C'est énorme. C'est pareil pour Akhenaton. Akhenaton, le pire, c'est que Akhenaton, avec toute sa bienveillance, quand il entre en contact avec moi et il prenait des pincettes, tu vois, de politesse qui sont propres à lui, tu vois, c'est dans sa personnalité. Je dis mais normalement tu me mets une nuque, je viens rapper avec moi, tu vois. C'est pas Akhenaton. Ouais. Même si maintenant, tu vois, c'est devenu j'arrive même pas à le dire, tu vois, c'est devenu les frérots entre guillemets. Mais j'ai toujours ce truc c'est I am. Et je dansais le Mia devant mon miroir, tu vois. Et non, c'est énorme. Enfin après, je sais pas, hein, c'est comme si un petit d'aujourd'hui il grandit avec Lamine Yamal et je sais pas moi, Mbappé, et que d'un coup je lui disais Mbappé il valide, je dis oh non mais toi c'est toi le futur, c'est toi aussi. Même si ça a été quand même aussi une période d'ultra sollicitation.
où on revient au truc que je te disais tout à l'heure, c'est que je perdais le truc, ça devenait trop mécanique. Et j'ai un truc que j'arrive pas à dire non. Ouais. Et dès qu'on me sollicitait, je dis faut y aller. Et je perds un peu pas la flamme, mais ça Le devient côté un peu robotique, naturel quoi. aussi du truc, quoi. Parce que moi, j'ai toujours eu un problème avec les deadlines des projets, parce que quand tu es un artiste, l'inspiration, elle doit venir d'elle-même. Il ne faut pas que tu la provoques. Enfin, moi, dans ma perception des choses, je ne veux pas me forcer à être inspiré. Ouais. Si je vis un événement où je vois un truc et que cette chose me donne envie de la retranscrire ou d'en parler, là, oui. Mais c'est pas, il faut rendre le truc le 31 décembre. Oh merde, ok, fais tourner une prod, on essaie de trouver un truc. Ça a aussi été un des bémols de ma carrière, parce que les trucs qui ont le plus marché, c'est des trucs spontanés. Simple Constat 5, j'ai l'idée du morceau en 98, pendant la Coupe du Monde en France, tu vois. Justement, ça fait l'enchaînement, c'est parfait dans la transition magnifique. Du coup, oui, Simple Constat, magnifique transition, je t'en remercie. Moi, ma question, c'était de savoir par rapport au Simple Constat, d'où vient l'origine en fait de ce format des Simples Constats. À la base, je fais le 1 sur une phase B, mais par là, on parle d'une époque où de moins de 20 ans. Ça commence quand d'ailleurs, le premier? Franchement, je ne saurais même pas te dire. Je sais que c'était sur PIMP, donc il faut resituer quand est-ce que c'est sorti. C'est un PIMP, du coup. Ouais. Et mais du coup, je me suis toujours créé des espaces en dehors de ce qu'on produisait en groupe, des kiffs solo. Après, c'est parti de là, en fait, tout simplement. Et il y a quelque chose dans le Simple Constat à l'origine qui relève justement du constat un peu d'urgence, souvent. C'est ça, qui s'est perdu derrière, parce qu'après c'est devenu un titre de série de freestyle, parce que Simple Constat, je parle du foot, rien à voir, tu vois. Ouais, bien sûr. Mais à la base, le premier c'était un peu les filles frivoles, le deuxième c'était sur le rap, et là vraiment c'était Simple Constat sur le rap, le troisième c'est sur la politique. Et toujours avec les jeux de mots, le 3 et le 5 ils sont liés dans la forme parce que c'est le même process. Ouais. Je me servais des noms de politiciens pour dire des choses. Ouais. Très technique d'ailleurs. C'est très technique. Et le 4, enfin bref, en gros c'était de base c'est ça. Et après c'est devenu, j'ai fait le morceau sur le foot, je dis ouais putain mais ce truc sur le foot là, est-ce que ça serait pas maintenant de le faire? Je le fais. J'en suis au 4, je l'appelle Simple Constat 5, mais je ne sais même pas pourquoi, tu vois. Ok. C'est celui qui a le plus tourné, Simple Constat 5. Moi, c'est mon classique, on va dire. Ouais. Tu vois, c'est le morceau qui revient tout le temps. Ça, et elle me dit, je t'ai connu là, et le freestyle dans la chambre bleue. Chaque fois, on me dit ça. Que c'est pas respect quand les Diego et le roi Pelé. Mais oui, et pareil, ça c'est à l'époque où on signe avec Only Pro, la structure de Sopra. Et nous, tellement dans une naïveté, tu vois, nous on est dans le kiff complet. Et eux, ils écoutent le morceau, ils disent mais tu es un fou toi, donne-moi ça. Et on commence à l'envoyer au site de rap. Okay. Moi, on se rend même pas compte. Et là, vraiment, quand ils ont commencé, c'était sur Bouscapé, je crois, à l'époque. Et là, c'est là que même des artistes me contactent en tout genre. Oui, parce qu'ils se rendent compte, je pense, de la technicité que demande. Je ne sais pas si c'est quelque chose que tu fais rapidement, ça, spécifiquement celui-ci. Je te dis, les premières rimes, elles me viennent en 98. Donc si je te dis oui, c'est faux. C'est Thierry Henry, c'est la Coupe du Monde. Il y avait qui? Il y avait Thuram, il y avait Baptiste Touta, mais je ne l'ai pas mis dedans parce qu'elles ont mal vieilli, ces rimes. Zidane, Buffon. Ouais, il y avait tout. Buffon, c'est après. Mais oui, non, ce morceau c'était. Et en vrai, c'est le mariage de mes deux passions, le foot et le rap. Ça revient souvent, tu fais beaucoup de références au foot. Tout le temps. Ouais. C'est même des morceaux où on m'avait fait la remarque. Et en analysant, je dis mais c'est vrai, il y a toujours un nom de footeux, il y a toujours un truc de foot, une lucarne, un crochet, toujours. Mais ça, oui, le foot, c'est ma passion. Ouais. Et le dernier Simple Constat, si je dis pas de bêtises, c'est le 7. 7. Il n'y en a pas eu après. Non. Le 7 aussi, il est particulièrement, en tout cas moi, il m'a particulièrement marqué. Parce que lui, pour le coup, c'est aussi sur le rap, si je dis pas de bêtises, c'est ça. Hein. Donc c'est une petite rétrospective un peu. Contrairement au 2, le 2, si je me souviens bien de ce que je raconte dedans, il y a un petit côté contestataire, si je dis pas de bêtises.
Et là, c'est vraiment un hommage. Un hommage. Ouais, un hommage à toutes les références, tous les artistes qui moi m'ont bercé. Ouais. Et Vraiment, ceux qui veulent découvrir REDK, ben, bien sûr, Simple Constat 5, c'est voilà, un des gros morceaux qui vous feront le découvrir, mais le 7 aussi, il est vraiment très, très marquant, et grosse dédicace à Desh qui a réalisé le clip, Exactement. je crois, mon frérot Desh. Le clip aussi est particulièrement marquant et efficace, puisqu'il y a cette volonté de à chaque fois mettre en lumière les covers voilà, des albums qui t'ont marqué. Donc on a Quelques gouttes suffisent, on a l'album Mauvais Oeil, quoi d'autre, il y a Troisième Œil, ouais, il y en a beaucoup. Il y a Il y a Metakemat. de Shuriken, et à chaque fois, hop, ça fait un petit focus sur la cover, et avec bien sûr habillé du texte derrière. Vraiment aussi, c'est un très très gros morceau et très technique. Et big up à Desh, parce que je me rappelle quand j'ai fini le morceau au studio, je dis waouh, c'est un morceau de fou, tout ça, il faut faire le clip. Et en fait, entre le moment où il sort le clip et le moment où je finis le morceau, il s'est passé parce qu'on voulait tellement bien faire les choses avec ce morceau que ça a pris énormément de temps. Et lui, il s'est cassé la tête pour trouver un truc bien technique qui aille avec le morceau. Et franchement, ça fonctionne. Oui, ça fonctionne de fou. Juste avant Simple Constat 7, en tout cas un petit peu avant, comment toi tu vois la transition un peu de l'industrie de la musique qui bascule vers les plateformes de streaming, il y a les réseaux qui commencent à arriver, etc. Est-ce que c'est quelque chose comment tu le vis toi à ce moment-là, un peu ce basculement, voilà, du physique? Il y a eu des intermédiaires, il y a eu le MP3, il y a eu plein de trucs, mais spécifiquement les plateformes de streaming, qu'est-ce que ça t'évoque toi? Rien du tout, frère. Non, mais vraiment. C'est clair. Non, mais vraiment, moi, c'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est qu'un de mes défauts ou de mes qualités, c'est que j'ai jamais eu l'approche business du rap. Tu vois, j'ai jamais été impacté par le chiffre. Alors, j'ai essayé de l'être parce qu'il fallait l'être et qu'il y a une réalité financière par rapport aux gens qui sont derrière, et tu es obligé de jouer le jeu un minimum. Mais l'aspect chiffré de la musique, c'est vraiment quelque chose qui me touche pas et que je déteste. Tu vois, je m'en fous, mais d'une puissance innommable. Ouais. Moi, je suis vraiment focus que sur l'artistique. Ouais, sur ton art, quoi. Ouais. Et après, comment c'est perçu, comment c'est reçu, comment ça, à combien de vues c'est. Ouais, tu maîtrises pas et t'as pas envie, Après, c'est vrai que ça a été, par contre, un vrai basculement, parce que ça a tout chamboulé, et ça a donné. On est rentré dans l'ère de la tricherie, même si ça existait avant à l'époque. Bien sûr, différemment. Ouais, mais moi, c'est vraiment tout cet aspect-là, c'est vraiment quelque chose qui me débecte. J'ai pas spécialement porté une attention particulière à tout ça. C'est pas. Okay. Je suis vraiment kiffeur de rap, et moi, je veux juste. C'est pour ça que je déléguais chaque fois ça. Là. Je dis, les gars, ne parlez pas de ça. Mais attention, comme je disais, c'est une qualité et un défaut. Parce que moi, j'ai besoin de ça pour pas qu'on me parasite, et que j'ai besoin d'être focus sur ce que je veux créer, sur la création artistique. Mais en même temps, c'est pas vrai. Tu peux pas être détaché totalement de ça. Il faut que tu le prennes en compte pour faire les choses de manière à ce que ton projet marche. On a une certaine stratégie quand même. Et oui. Ne serait-ce que par respect pour les gens qui sont derrière, qui investissent, qui mettent du temps, de l'argent, qui attendent un certain retour. Ça a été... Ouais. Une chose avec laquelle il a fallu faire, en fait, finalement. Ouais. Mais j'ai jamais eu cette approche-là. Ok, bah là maintenant on arrive en 2012, c'est la sortie du projet E égale 2MC avec Soprano. Oui. Déjà, l'origine de ce projet-là, comment vous arrivez à parler de ce projet entre vous, et comment il se construit? Déjà, toi à ce moment-là, tu es déjà proche de Soprano, vous fréquentez beaucoup. Oui, depuis longtemps, sauf que lui après il a décollé, il a eu son aventure avec Psychiatre. Et là, il a eu son aventure solo. Et nous, ensuite, il nous signe sur son label. D'accord, Street Skills, à l'époque. Et je me rappelle qu'on est dans les locaux. Mais alors, vraiment rien à voir. Hein. Il y a Zino qui... Big up à Zino, d'ailleurs. Aussi, la direction. C'était à l'époque où il y avait le projet d'Eminem et Rosda 5ix9ine. Ouais. C'était un album en commun. Et je dis, mais putain, mais pourquoi... J'ai une idée, les gars. Pourquoi
Kader et Saïd ne feraient pas le même projet, un projet en commun. C'est parti de là. Ok, Il y a un donc truc Zino, tout c'est bête. toi qui es derrière ça alors. Ok. C'est lui. Et vu que Sopra, il était dans une période où je crois il attendait que Vincenzo sorte un album, Alonso sorte derrière. Donc lui, il était dans une sorte d'attente où il faisait rien. Par contre, on a dit ouais, mais ce projet-là, il faut le sortir là. Et c'est de là qu'on avait 20 jours pour le pondre. D'accord. Le projet. D'accord, donc ça a été fait en 20 jours. Oui, en 20 Ok. jours. Avec toutes les. Mais pareil, ça c'est un truc spontané qui me correspond parfaitement, tu vois. Et un exercice aussi, parce que lui, il avait son univers, son public. Ouais. Moi, j'avais le mien, c'était le nom qui monte un peu, mais avec un univers bien identifié, établi. Ouais. Et il fallait trouver le mariage des deux. Et, En tout cas, lui, Sopra, du coup, il se pose pas du tout la question de se dire, parce que lui, il est déjà installé dans le paysage rap français et même au-delà, déjà à ce moment-là, je vais faire avec un projet avec un artiste qui est peut-être moins connu que moi, ça va peut-être me mettre en danger, etc. Il est pas du tout dans cette non, logique-là. non, alors vraiment pas. Au contraire, il y va, quoi. Mais Sopra, en vrai, ce que je te définis, moi, ce que je te décrivais à l'époque du truc, du freestyle et de la compète et tout, mais lui, il est comme ça, en vrai. Et ça, tu l'as vie quand t'es artiste, tu vois. Et au-delà de l'aspect compète, il y a vraiment le kiff de l'artiste réciproque. Et on s'est dit non, mais ça va être une tuerie, tu vois. Si on essaye de faire un truc ensemble et que ça peut donner quelque chose de pas mal. Alors on a essayé les premiers et après ça a glissé. Et vous rejoignez sur pas mal de choses, j'ai l'impression, parce que je connais pas Sopra personnellement, mais j'ai l'impression que vous rejoignez sur pas mal de choses dans votre personnalité, en tout cas avec Soprano. Et c'est pour ça que d'un point de vue extérieur aussi, ça, en tout cas moi ça m'a semblé être une évidence de vous voir ensemble sur un projet à ce moment-là. Dans la personnalité ou dans la simplicité. Alors lui il est beaucoup plus... lui il a ça, tu vois, la vista, la stratégie. Ouais. Et il a ça, il sait comment mettre le mot là, exprimer cette idée de cette manière-là pour que ça fasse mouche. Lui, il a ça. Mais dans la personnalité, on se ressemble, pas de prise de tête. Alors lui, c'est la simplicité max, avec tout ce qu'il incarne, tout ce qu'il a fait. Voir quelqu'un d'aussi simple et d'aussi réceptif. Parce que lui, oui, pour le coup, il prévoit faire un projet avec moi. Alors que lui, il est en bombe, tu vois. Il avait tout à y perdre. Ouais. Enfin, pas à y perdre, mais... En tout cas, rien à y gagner au départ. Voilà, exactement, ouais. Et non, il a fait... C'est la preuve que voilà, c'est le kiff artistique qui a primé. Clairement, c'est tout à son honneur. Et quel souvenir tu gardes de ce projet-là? Et est-ce que tu penses que s'il y avait un objectif, je ne sais pas s'il y en avait un, mais est-ce que tu penses qu'il a été atteint quelques années plus tard maintenant, si tu devais... Une anecdote, tu veux dire? Enfin... Ouais, est-ce que tu penses que l'objectif du projet a été finalement atteint quand vous en parliez au tout début à Alors, je me l'origine? souviens pas qu'il y ait eu de chiffres particuliers qui étaient donnés. Comme je te disais, moi... c'est pas ton domaine. Je m'en fous, mais royalement. Ben c'est la meilleure preuve. Tu vois, cet album, il a fini or. Ok. J'ai jamais demandé le disque d'or. Ok. Je ne l'ai pas. Tu n'as pas. Ok. Les 2 disques d'or que j'ai eus, c'est une autre parenthèse, mais celui avec Jul. Ouais. Jul, c'est le classico organisé, je crois. Ouais. Et il y avait 1 milliard d'artistes. Et jusqu'à ce que l'ingé qui avait les disques d'or, peut-être 1 an après, tu vois, il me dit mais Kader, j'ai pas compris, il y a ton disque d'or là. Quand est-ce que tu vas venir le prendre? Je dis oui, je sais, mais c'est pas un truc qui me... Alors attention, hein, déjà big up à eux parce que c'est des mecs grâce à qui j'ai eu quelque part une récompense. À l'époque, c'était un truc qui faisait rêver, tu vois. Une certification. Ouais. Mais ça, c'est des disques d'or un peu comme, je sais pas si tu l'as vu, le reportage d'Anelka où il dit j'ai gagné l'euro. Ouais. Mais j'ai pas joué. Je sais très bien que c'est pas les disques d'or, c'est pas moi, c'est Jul et Sopra, tu vois. Bien sûr. Mais attention, j'en suis ultra fier. Après, sur le projet de Jul, oui, il y a beaucoup de monde. Mais après, sur le projet de Sopra, vous êtes deux. Non, mais on est d'accord que c'est lui qui Oui, fait qu'il devient or. Oui, tu vois ce que je veux dire. C'est même pas rabaissant de dire ça, c'est être réaliste, tout simplement. Ouais. Mais après, c'est beaucoup d'humilité aussi, parce que je crois que quand même, vous battez le fer quand même vraiment de manière... Mais ça, c'est à part.
Oui, Ça, c'est si tu, avec ton oreille d'auditeur rap, oui, tout à j'ai fait. dit oui, ça boxe. Oui, tout à fait. Mais les ventes, Ouais. c'est pas la boxe qui les déclenche, tu vois. C'est C'est sûr. les singles, c'est tout ce que Sopra implique. C'est sûr. On a atteint l'objectif artistique, déjà parce que c'était un challenge, c'est du 20 jours. C'est-à-dire que si on n'avait pas, là pour le coup, si on n'avait pas la deadline, ben, le projet sortait pas, tu Ah vois. oui, 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 oui. On a réussi, c'était un challenge de fou. Déjà, Ouais. déjà qu'ils sortent. Et après, sur le long terme, il est devenu or. Je sais même pas combien il a été vendu, honnêtement. Mais en tout cas, c'est... Je suis littéraire et pas mathématique. Ouais, pas mathématique. Mais en tout cas, c'est un point important, voilà, de ta carrière quand même, et, Ah oui, oui, oui. et surtout Ah oui, oui. qu'ils finissent certifiés, c'est voilà, Alors petite qu'il y a cerise sur le gâteau. À ma grande surprise, c'est un projet qui a déstabilisé un peu. Parce que apparemment on me mettait dans une case plus street. Ouais. Et vu que Sopra il prenait un virage mainstream, Ouais. ça a déstabilisé certains. Ouais. Enfin, après des années, c'est l'écho que j'en ai eu. Ouais, ouais. Mais je suis ultra fier. Et puis aussi, à ce moment-là, je sais pas, mais il n'y avait pas beaucoup d'albums en commun. Tu parlais de Zino, tu Non, parlais non. de Eminem et tout, mais en France, c'était Il y avait assez pas, il y rare, avait hein. Alibi Montana LIM, je crois. Ouais, ouais. À l'époque où on le fait, je crois que c'est le seul. Je sais pas si Olkeri Danidan il sort avant ou après, mais C'est très rare encore à ce mais moment-là. surtout un artiste qui est au top, et moi qui suis en train d'arriver, quoi. Plein de promesses, certes, mais ouais. qui tient encore, quoi. Ouais, ouais. Faut qu'on se batte et qu'on réagisse, et que la voix se nous délaisse, que nos combats restent réalistes. En tout cas, c'est très intéressant et vraiment, c'est très agréable de revenir sur cette période-là, etc., que moi, j'ai connue aussi en tant qu'auditeur, quoi, particulièrement. Donc, c'est très cool de pouvoir en discuter avec toi. Après ça, il arrive, du coup, ton premier album solo. Oui, Du coup, toi, tu as sorti le projet avec Sopra avant même Mhm. d'avoir fait un album solo, oui, en vrai. Et l'album solo, il arrive en 2014, c'est Champ de Vision. c'est ça. Qu'est-ce que ça fait, du coup, pour le coup, de faire un album solo, c'est-à-dire d'être seul dans voilà, la production, des textes, du refrain et de tout ça. En fait, c'est plus dans l'ambiance de studio, où nous, on a toujours été 1 milliard en studio via Carpe Diem. Ouais. Et la charge de travail, honnêtement, je ne l'ai pas senti parce que moi, j'ai toujours été habitué au long format, tu vois. Un Carpe Diem, enfin, tu vois, les simples constats, c'est des trucs qui duraient C'est une clair. demi-heure. et dès que tu arrives à Carpe Diem, il fallait faire 8 mesures, 12 Ah ouais. mesures. Donc moi, j'ai toujours eu une volonté à de donner. faire. Ouais, beaucoup à donner. Donc dans la charge de travail, c'est juste... et encore, je l'ai fait avec l'adjoint, et l'adjoint, il était là un peu... l'adjoint et Isma. L'adjoint, il est là un peu sur tout le long de ta carrière, je crois, en tant que compositeur. Et... Oui. Tout. Et oui, peut-être les tout premiers projets où lui, il n'était pas encore ingé confirmé, mais après, à partir du Street Album, je crois, il est là jusqu'à la fin. D'accord. Et big up à lui aussi, d'ailleurs. Big up l'adjoint. Mais Isma et l'adjoint, ça a été les architectes en termes de prod, on va dire. Et moi, sur la partie rap, quartier libre, je faisais... Ok. J'ai pas de souvenir de difficultés rencontrées Ok. par rapport à ce projet. Ok. Et par contre, il y a des feats, on va dire, à souhait. Je note Ali, ce premier album, donc légende de Lunatic. Donc là, tu reviens à tes premiers amours, tes premières oui. influences, Mais quand c'est tu ça, parlais hein. de Time Bomb, etc. Donc j'imagine beaucoup de fierté et d'honneur Oui. d'avoir Monsieur Ali sur un titre, sur son album. Kaina Samet, pareil. Légendaire. Soprano, logique, évident. Et Elino. Voilà. Le top. Qu'est-ce que ça fait d'avoir ces noms-là sur ton premier album solo? Voilà, c'est pas tout le monde qui fait un premier Ouais, album et qui peut se doter d'avoir ce casting-là. Ouais, c'est un truc, à l'époque, c'est un truc de fou. Hein. Moi, clairement, c'était comme je te disais, hein, j'écoutais Lunatic quand j'étais minot, quelques bouts de Suffis. Moi, je me suis formé rapologiquement avec ça, tu vois. Kaina Samet, pareil, c'était le classique. Moi, c'était
À l'époque, c'est des artistes intouchables pour moi. Ouais. Enfin, quand je commence, je me dis, mais jamais de la vie, tu vois. Ils arrivent, mais alors de volontiers, plein de volonté, d'envie de faire un gros titre. Humilité aussi, c'est ce que j'ai kiffé. Le son avec Lino, là, Un mal pour un bien, on a mis peut-être 3 jours, parce qu'en fait, avec lui, on s'est rendu compte que on était en studio avec Tefa, et il me faisait écouter des sons. Et dans son album, il faisait un son où il avait le bien et le mal dans sa tête. Et moi, j'avais fait exactement le même son. Et j'ai dit, mais attends, mais stop. Il me fait écouter, j'ai dit, écoute celui-là. Et en fait, on avait fait exactement le même son. J'ai dit, ben c'est bon, stop, on a la base. Il faut qu'on fasse un son, Un mal pour un bien. Enfin, après, je vais remettre le titre Un mal pour un bien, mais c'est de là c'est comme ça qu'est né ce morceau. Ouais. Allez voir ce morceau, ce clip aussi qui est très fort avec Lino. Et du coup, la thématique, c'est justement, c'est toi qui fais le bien et lui qui fait le mal, d'une certaine manière. C'est ça. Et là, pareil, c'était un truc de fou. Parce qu'on était en studio, il me sort une phrase et moi je réponds et j'essaie de prendre la rime avec laquelle il a fait. Et, enfin, on se comprenait. En fait, quand tu écoutes le morceau, tu regardes comment c'est construit, tu penses qu'on s'est concerté, mais en fait même pas du tout. On se comprenait sans se parler, tu vois. Et c'est vraiment 2 lyricistes pour le coup qui se rencontrent et qui font un morceau ensemble. Et un vrai échange. Il y a ce passe-là. Un vrai échange parce qu'il rappe des phrases à moi je rappe des phrases à lui, il me trouve des phrases, je trouve une phrase, tu vois. Et là, vraiment, ça a été un kiff artistique au sommet parce que pour moi, Lino, c'est le meilleur lyriciste en France, sans débat possible. Non, que du kiff. Ali, alors Ali, c'est Ali, légendaire, lunatique. Et l'air de rien, c'est quelqu'un qui a eu un impact, par exemple, on y revient à ce qu'on disait tout à l'heure, sur ma vie, parce qu'à l'époque, il avait un certain discours, et à travers ce discours, j'avais complètement adhéré. J'avais une anecdote, d'ailleurs, je l'avais posée sur une interview dans un magazine où il expliquait une phrase à lui. Et moi, c'était à l'époque où il n'y avait pas Internet. Enfin, les gens qui avaient Internet, c'était rare. Et j'avais envoyé un mail pour comprendre la signification de cette phrase. Il m'avait orienté sur une... Mais là, je te parle de ça, j'ai 18 ans, peut-être 17, 18 ans. Et... t'as une curiosité quand même. Mais rien à voir. Et c'est pour ça que je te dirais, le jeune qui était en train d'envoyer un mail pour essayer de comprendre la phrase du gars, et que ce même gars vienne ensuite sur mon album, tu vois ce que je veux dire. La symbolique, elle est folle. Je te refais. Et Kaina Samet, c'est destiné, non, un vrai kiff. Champ de vision, je me suis fait un kiff personnel. Et encore, il y a des artistes que je voulais inviter, mais par pudeur et par gêne et par peur de non, j'ai pas fait la demande alors qu'au final, derrière, ça aurait pu se faire, peut-être. Ça s'est fait, tu vois. vois. On est passé à côté de certains morceaux, peut-être classiques. Peut-être. Peut-être, qui sait. Mais c'est déjà beau en soi, ce casting-là pour un premier album. Et je vous invite à réécouter ce projet-là et notamment Un mal pour un bien aussi que j'ai particulièrement saigné à cette époque-là. Si je dis pas de bêtises, il y a comme une longue pause quand même entre, en tout cas, ton premier album et le deuxième. Alors certainement peut-être des compilations, des featuring, mais ton deuxième album, il sera en 2021, c'est bien ça? Oui, une très très longue pause parce qu'il y a eu restructuration, il y a eu des chamboulements, on n'est plus chez Only Pro, il y a eu... beaucoup de choses qui se sont passées en interne. Qui se sont passées. Après, je crois que tu as écrit aussi, si je dis pas de bêtises, pour d'autres artistes. C'est quelque chose que tu as fait pendant cette période-là aussi? Aussi, ouais. J'ai fait avec Sopra, on l'a toujours fait. Avec Sopra, c'est particulier parce que lui, des fois, c'est des blocages. Il dit, putain, j'ai une prod, mais j'arrive pas à trouver le thème. Essaie de trouver, est-ce que tu as un truc à me suggérer? Ou alors, des fois, c'est écrit parce que je veux que ça soit ton écriture sur ce thème, tu vois. Ça a toujours été un échange jusqu'à maintenant. Et là où vraiment il y a eu un travail d'écriture de A à Z, c'est avec Zahira. Elle vraiment, on a fait l'album de A à Z. Elle et moi, ouais. D'accord. Et là, par contre, c'était une rencontre de fou, artiste au top niveau. Ouais. Ça reste vraiment une artiste, on va dire, qui m'a impressionné dans la maîtrise de son art. Moi, j'ai toujours été admiratif des gens qui maîtrisent et qui subliment leur art, et elle, vraiment, elle en fait partie. Parce que à l'heure des chanteurs et chanteuses sans voix, travailler avec une artiste comme elle, qui a la puissance vocale, qui a la technique, qui a l'interprétation, qui a le charisme, qui a tout ce que requiert une chanteuse en temps normal. Hein. Parce qu'aujourd'hui, tu peux être chanteur et ne pas savoir chanter, mais rencontrer du succès. Ouais.
Ok. Quand elle rentre dans la cabine et que elle pousse ou qu'elle, c'est une maîtrise totale. Tu te prends le truc. Non, quoi. ouais. Et c'est pas difficile parce que j'imagine c'est une autre écriture, c'est une autre approche, en tout cas artistiquement parlant. Ça n'a pas été difficile toi de te muter voilà dans la peau d'une chanteuse Si. en termes d'écriture. Si, mais c'est ce côté-là que j'aime moi. Ok. Tu vois, c'est rentrer dans des univers qui me correspondent, qui à la base ne sont pas les miens. Je me rappelle pareil, des fois c'est des thématiques. J'ai écrit le morceau Mama, qui est vraiment une histoire qui est propre à elle, très personnelle. C'est Mama avec un S, et dans le morceau tu comprends pourquoi. Et je me rappelle lui avoir demandé si c'était pas un thème que tu veux aborder ou peu importe, un truc que tu n'as jamais fait juste pour qu'on essaie de faire quelque chose que... Et elle y va timidement au début et dès qu'elle commence à m'expliquer l'histoire, je dis merde, pourquoi j'ai posé la question? Parce que c'était vraiment un truc intimiste, tu vois, et personnel. J'ai pris la peine de lui dire attends, bouge pas, j'enregistre. Ensuite, je suis rentré, je me rappelle, j'étais à l'hôtel, j'ai réfléchi sur le truc, on a réussi à faire un morceau qui, pour moi, est énorme. Elle, pareil, elle te sublime le texte avec son interprétation. C'est toujours particulier parce que moi, j'ai tendance à penser que ma complexité dans l'écriture, elle n'est pas appropriée dans le chant et c'est une déformation professionnelle qui fait que moi des fois quand c'est trop simple je me dis non c'est pas bon alors que des fois il faut que ça soit simple, efficace et qu'il n'y ait pas de tournure compliquée ou de métaphore ou je sais pas quoi. C'est là où il faut que je me freine et je me bride et que j'essaie de comprendre ce que veut l'artiste. Parce que tu vois, Zahira ou Sopra, des fois moi j'écris, des fois on peut se dire ouais RDK, la plume, tout ça, mais il faut me dire Kader là, c'est pas ça, tu vois. Il y a des textes qui sont renvoyés. Ça aussi, il faut que tu fasses un taf sur toi-même pour te dire ok d'accord, j'ai compris ce qu'il veut. Et pour pouvoir répondre à quelque chose travail d'analyser aussi la demande et la volonté de l'artiste avec qui tu bosses quoi. Exactement, que ça différent. Que ça soit mon écriture parce qu'il vient me chercher pour un truc particulier, mais qu'en même temps ça lui corresponde et que ça aille avec la personne qui le souhaite. Bien sûr. Et il y a une phrase que tu dis, je crois, c'est dans l'album Salle d'attente. Tu dis je me suis juré d'arrêter le rap, il m'a rattrapé par le col. Ouais, mais c'est exactement ça. C'est un peu l'histoire de ta vie, un peu, quelque part. Ouais, mais c'est toujours ça. C'est la passion, finalement, qui reste et qui fait que tu continues, malgré tout, à... En fait, parce que moi, à Champ de Vision, c'est bon, j'arrête. Pendant la conception de l'album, j'ai dit, bon, on sort celui-là, après c'est bon, arrête du fait. Parce que vraiment, là, j'étais à un niveau de surmenage, tu vois, entre mon projet qui nécessitait beaucoup d'investissement, plus les collaborations à droite, à gauche, et le téléphone s'arrête plus de sonner, où je ne dis jamais non. J'arrive à saturation. Et je perdais le kiff, et après, j'ai dit, bon, c'est bon, après ça, j'arrête. Et j'étais sincère et sérieux dans ma démarche. Sauf que reste ici. C'est plus fort. Et après, voilà, c'est reparti de plus belle et on est là. Et tu le dis d'ailleurs, ce besoin de rapper est plus fort que moi. Et justement, est-ce que tu considères que ça a un côté toxique, le rap finalement, en tout cas pour ton cas à toi, ce fait-là d'être surmené, après d'avoir envie d'arrêter, puis finalement de reprendre, est-ce qu'il y a une certaine toxicité La toxicité, elle arrive quand tu commences à rentrer dans des histoires enfin personnellement, d'objectifs, de suivre ça, c'est un truc qui je supporte pas. J'aime avoir ma liberté artistique, créatrice, et faire exactement comme je veux. C'est-à-dire si j'ai envie de à l'heure actuelle, je suis dans ce mood-là. Je veux sortir un son, je sors le son. Le dernier projet que j'ai sorti, je voulais l'appeler N'écoutez pas cette merde, je l'ai sorti, j'ai appelé N'écoutez pas cette merde, tu vois. Moi, en vrai, c'est ça mon leitmotiv, c'est je veux faire ce que je veux, comme je veux, et peu importe si ça plaît pas, je m'en fous complètement. Si j'ai envie de sortir des sons de 12 minutes, je le sors. J'ai pas envie de me brider pour X raisons, quelques raisons que ce soit. Parce que pendant un moment, il y avait cette musique là qui tournait, ouais, mais l'auditeur moderne, il a besoin de... il faut qu'il s'enjaille, il ne faut pas qu'il entende des trucs. Si toi tu es inerte à ce qui se passe et que tu n'es pas en rapport avec les problèmes sociétaux, que tu ne veux pas en entendre parler, il faut écouter un autre artiste, c'est tout.
Moi, si je ressens le besoin d'en parler, je ne vais pas me brider parce que l'auditeur en face ne veut pas l'entendre. C'est son problème, tu vois. Et il existe beaucoup d'artistes qui prennent beaucoup plus en considération les demandes du public plutôt que leur propre, finalement, leur propre volonté. Mais en fait, c'est ce que je te dis, c'est que quand tu intègres la notion de business dans ta musique, tu ne peux pas faire autrement. Tu es obligé de, à moins que tu aies un naturel vendeur. Je pense que Jul, il est arrivé, il s'est pas dit ouais, il faut que je fasse tac tac autotune. Il est arrivé, il a donné ce qu'il voulait, tu vois. Et les gens le reçoivent jusqu'à maintenant. Il fait deux vélodromes, je sais pas quoi. Après, avec un processus, c'est-à-dire au tout début, Jul, il n'a pas forcément eu les fleurs qu'il a aujourd'hui. Il a beaucoup été critiqué, il est passé par beaucoup de choses. Mais oui, par contre, il est resté totalement égal à lui-même. Et mais je veux dire, là, tu n'as pas de travail à faire. Lui, il est là et il donne. Ouais, il donne, c'est ce que je suis. Je suis en claquette. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, complètement. Et ça marche. Dans mon cas, moi, avec mon discours, mon propos, mon ci, mon ça, il faudrait que je revienne sur plein de trucs, que je prenne en considération plein de choses pour arrondir un peu les angles et essayer de produire quelque chose d'un peu plus vendeur, tu vois. Chose que moi, je refuse de faire parce que de toute façon, moi, j'ai un penchant pour les prods sombres. J'aime rapper au sens propre du terme. Et le faire de la manière que je considère être la meilleure, c'est-à-dire, entre guillemets, avec le verbe léché, les tournures, les ci, les ça, le contresens, le truc que tu percutes après 100 écoutes, oh putain, c'est ce qu'il voulait dire, tu vois. Et moi, c'est ça, mais c'est parce que l'auditeur, acheteur recherche, tu vois. La masse, en tout cas, peut-être. Mais moi, j'en ai été conscient très très tôt. Hein. Parmi les premiers morceaux que j'ai enregistrés, c'est ce que j'ai dit. Ça s'appelait Exercice de style 2, mais ça, c'est vraiment, ça remonte à très très loin. Si je la retrouve. J'ai plus de repères à part la tour 11. Dans ma tourmente, tout porte à croire que le rap ne paiera pas. J'étais conscient, je suis conscient de ce que moi je veux proposer. Ouais. Je regarde ce qui marche. Non. Okay. Moi, mon truc, c'est d'arriver, de rapper, de faire kiffer ceux qui rappent, nous, on a grandi rapologiquement dans les tables radio où tu as plusieurs micros et il faut faire la bagarre. La performance, quoi. Nous, c'est ça qui nous a motivés. Je me rappelle avec Carpe Diem, des fois, on arrivait, il y avait des artistes confirmés dont je tairais le nom. Nous, on n'était personne. Ils arrivaient, ils me serraient la main. Moi, quand tu me serrais la main, je dis la prod, elle va partir, on va voir si tu vas me serrer la main encore comme ça. Et en fait, l'essence même du rap à cette époque-là. Mais nous, on prenait un plaisir à ça. Hein. Carpe Diem, je dis, oh, pas de problème, ok, ils ne nous connaissent pas, on va voir. Et alors, le freestyle finissait, je dis, les gars, j'ai une mixtape là, si vous voulez, qui est-ce qu'il faut qu'on contacte? Et nous, c'était ça notre victoire, tu vois. Et moi, j'ai toujours été, je crois qu'en fait, mon kiff, c'est mon mindset, je suis dans une table hexagonale, tu vois, et je rappe. Et le but, c'est de performer le plus possible et de coucher le plus possible d'MC, de manière, on s'est compris, hein. Et c'est ça qui me fait kiffer. Le reste, ouais. C'est balourd. Ouais, ça, je suis pas, ça me parle pas du moins. Et dans un morceau avec Alonso, c'est Train de vie. Oui. Tu dis s'il faut tout refaire, on changera pas d'équipe, on refera la même et la même. Le temps a passé, etc. Est-ce que tu changerais finalement quelque chose à ta carrière? Absolument pas. Non. Tu changerais rien? Rien, absolument rien. Mais le vraiment. fait que peut-être ça a pas payé comme d'autres, malgré l'intensité, le talent que tu as pu mettre, etc. et tout, tu changerais rien? Non. Enfin, parce que moi, je m'estime pas lésé. Les auditeurs qui voient ça d'un regard extérieur, qui voient le succès, la télé chez les uns et qui jugent nul ou pas, et qui kiffent à mort ce que je vois et qui me voient là, et je dis mais putain, mais c'est pas possible, pourquoi il a pas... De leur point de vue à eux, oui. Du mien, avec tout ce que je te décris là, ouais. Je rappe avec Lino, Ali, Ayam, je peux même pas te les citer tous, tu vois. Et on t'a vu dernièrement, en tout cas moi j'étais dans le stade au Vélodrome de Ayam sur le morceau Demain c'est loin. Exactement. Magique. Ayam qui, pour fêter les 20 ans de l'école du micro d'argent, qui disait il n'y a personne d'autre qui va faire la première partie à part REDK. J'ai rappé avec tous les artistes qui, moi, m'ont fait kiffer. J'ai rappé dans toutes les scènes de France et les plus grosses salles. Moi, j'ai vécu le truc à ma manière, tu vois. Et je m'estime pas lésé, tu vois. J'ai pas l'impression d'être passé à côté de...
Et le succès, le ci, le ça. Et d'ailleurs, le projet avec Sopra, il m'a confirmé, il m'a conforté dans ma position de c'est pas pour moi, frère. J'ai vécu la vie de Sopra pendant la sortie de ce projet. Mais frère, pour rien au monde. Et les tournées promo, et les filles. Mais non. Et d'ailleurs, c'est pour aller dans l'autre sens, c'est tout à leur honneur de subir ça, parce que c'est le mot. Les voyages, les ci, les ça, les promos, les trucs, les fans, les concerts, et d'être productif et d'être au top aussi longtemps et de continuer. Sur un autre aspect, tu peux le dire, ça Ah aussi. oui, non, clairement. Mais clairement. non, frère, moi, C'est vraiment une prouesse avec une si longue longévité, notamment pour Sopra, c'est vraiment exceptionnel. Ma satisfaction, elle passe à travers tout le respect que les gens me donnent, que ce soit les auditeurs ou les artistes. Quand un artiste me dit « Ouais, j'ai envie de faire un feat avec toi », mais... Flemme. Flemme, ouais. Ça va être galère. Tu vois ce que je veux te dire, c'est que oui, j'ai réussi ce que moi, l'adolescent là, qui rêvait de rap et qui rêvait j'ai réussi ce que je voulais faire, tu vois. Et dans un son, tu disais aussi ils ont tué le rap devant moi. Sûrement une métaphore, une des nombreuses images dont tu as le secret. Est-ce que tu considères aujourd'hui, là, on est en 2025, que le rap est mort? Non. Enfin, mon rap à moi, il est en phase terminale. Mais... Donc on n'est pas loin quand même. Mais non, mais... En fait, c'est trop compliqué à expliquer sans passer pour un aigri, tu vois. Moi, je suis d'une époque où on a vécu le rap d'une toute autre manière, tu vois. C'est ce qui m'a fait aimer cette musique. Et les jeunes d'aujourd'hui le vivent avec leur manière, leur contexte social, avec leurs habitudes, leur mentalité, leur code. Et du coup, moi, personnellement, je m'y retrouve pas, tu vois. Ce qui me fait dire que il n'est pas mort, il évolue sous une forme qui, moi, ne me convient pas. Mais des fois, je considère pas que c'est pas durable, je considère que c'est pas durable. Bien sûr. Bah, parce que maintenant, on met du rap un peu à toutes les sauces. On appelle rap des choses qui ne le sont pas vraiment. Mais il y a quand même, en tout cas, j'ai l'impression, une sorte de cycle qui s'est fait avec des rappeurs qui reprennent pas mal les codes un peu des anciens, notamment en termes d'écriture. Des artistes comme Souffrance, par exemple, à qui je pense naturellement, mais il y en a d'autres aussi. Donc finalement, est-ce qu'on peut ne pas se dire qu'il y en a pour tout le monde aujourd'hui, quelque part? Oui. En fait, c'est ça. Il y en a pour tout le monde, mais il y a de moins en moins. Tu vois, IAM, c'était mainstream, par exemple. NTM, c'était mainstream. Enfin, mainstream, on s'est compris. Hein. Ça passait à la télé, aux heures de grande écoute. C'était là, maintenant, l'équivalent. Enfin, Souffrance, il passe pas. Tu vois ce que je veux te dire? Bien sûr. Alors, oui, il existe toujours. Il est sous il faut même d'ailleurs, ils appellent ça le rap de niche, tu vois. J'ai horreur de ça, mais. Alors que c'est le vrai rap en vrai à la base, rap, quoi. c'est pas possible. Tu peux pas me dire. Et ça aussi, il faut pas que les artistes qui ont réussi à créer un autre genre musical, il faut même pas qu'ils s'en cachent, tu vois. Il y a des fois, c'est pas du rap, frère. C'est le rap, il y a un BPM, il y a une manière de delivery, tu vois. C'est pas du tout la même approche. Même j'ai du mal à trouver quelque chose qui me... Ouais. Tu vois. Tu en écoutes toi encore là aujourd'hui par exemple t'as des... Alors là, je traverse une période de no man's land de musical. Ok, d'accord. Qui n'est même pas voulu, hein, tu vois. C'est la vie qui prend le dessus. C'est les enfants, les ci, les là. J'ai toujours ma playlist. Je sais même pas mon téléphone, mais ouais, là-bas. Je t'aurais dit les noms qu'il y a dessus, mais... Mais c'est très basique, hein. Enfin, parmi la nouvelle génération, Nero, c'est sûr, tu vois. Il y en a Alpha, Dean, Burbigo. Dean Burbigo, très fort. Et dans ce rap-là, bien sûr. Après, il y en a d'autres, hein. Ça Freeze. Ça m'empêche pas d'écouter d'autres artistes qualifiés rap et qui font des morceaux qui pour moi n'en sont pas, bien sûr. Qui soient dans ma playlist, tu vois. Bien sûr. Mais le rap comme je l'aime, de moins en moins en tout cas. Ok. Et si tu devais aujourd'hui, là en 2025, faire un simple constat 8, quelle serait peut-être la thématique? Est-ce que tu as déjà pensé à une thématique, ou quelle serait la thématique que tu aimerais aborder autour de ce simple constat que pourrait être le 8e? Non, je sais pas.
Non. Quand j'ai fait le set, je me suis dit, quelle meilleure manière de finir cette série de Cette freestyle série, ouais. J'avoue. que de rendre hommage à ceux qui m'ont fait aimer cette musique. Non. Après, les fois où j'ai dit Simple Constat 5, c'est le dernier, il y en a eu 2 derrière, tu vois. Ok. Donc, C'est pour ça, ouais. encore une fois, pour te dire que c'est pas calculé, tu vois. Ouais. Si un jour il y a une inspi, tac tac, ça repart et. Et on pourra peut-être avoir droit à un simple constat 8. Mais tu n'as pas forcément une thématique Exactement. déjà. Ok, ce sera peut-être autour de la vie et de ta carrière, peut-être. Peut-être. Ok, trop cool. Bah, en tout cas, on arrive à la fin de cette interview. Je te remercie encore d'ailleurs pour ton Merci à vous. temps. Merci à vous pour l'invitation. Pour la confiance. Tu le disais là, la musique aujourd'hui c'est un peu en pause, mais on n'est pas à l'abri peut-être de réentendre des morceaux, ou peut-être des projets dans le futur en tout cas, de REDK. Oui, comme je te disais, j'ai rarement passé une aussi longue période sans faire tourner une prod, parce que ça c'était des réflexes naturels. Je rentrais dans ma voiture, il y avait un son qui tournait toute la journée, et je grattais pendant que je conduisais, tu vois. Et c'est quelque chose c'est un réflexe que j'ai perdu, mais vraiment, hein, ça doit faire 2 piges que j'ai pas fait tourner. Ah, il y a Sopra, le projet avec Sopra, sur son album qui m'a sorti un peu de cette pré-retraite. Ok. Mais en dehors de ça, c'est. Donc avec Sopra, vous êtes toujours quand même liés. Oui, tout le temps, tout le temps. Et vous bossez encore parfois ensemble. Oui, oui. En fait, lui, c'est quand il coince, je sais pas moi, il coince sur une phrase, ou qu'est-ce que ça t'inspire ça. Il sait ce que conseil, tu peux lui apporter voilà, pour débloquer une situation, quoi. Il y a un morceau, par contre, que je considère comme étant mon meilleur morceau, ou au minimum top 3, que je veux sortir. Lui, il est déjà écrit, il est posé sur une autre prod, que je voulais le poser sur une nouvelle prod. Celui-là, il sortira, c'est sûr, mais c'est la seule garantie que je peux donner. Je suis plus dans une logique de on se pose, on fait 12 sons, on sort un projet, ça c'est fini. Okay. Comme toujours en vrai, c'est au kiff. Dès que... Si on me sollicite aussi des collaborations, tout ça, c'est des trucs. Ça, pareil, si le temps le permet, je le fais. Non, parce que il y a, je pense, en tout cas, de mon point de vue, toujours une attente autour de REDK. On apprécie toujours les morceaux qui sortent. Et voilà, il y a pas mal de gens, notamment à Marseille, que je côtoie, qui sont dans l'attente d'un potentiel retour des REDK. C'est pour ça que je posais la question. C'est des retours express alors. Je pense, hein. Ouais. Ou alors sous format de n'écoutez pas cette merde, 4 titres, tu vois. Je pense que c'est plus. Et encore, hein, je dis ça par précaution. Ne vous enflammez pas non plus. Non, vraiment. Mais même moi, ça me déstabilise parce que quand tu passes plus de 20 ans à écouter des prods tous les jours, parce que moi, je suis pas quelqu'un qui force l'écriture. Quand je sens que ça vient pas, je dis bon. C'est pas le moment. On laisse, on attend quand ça revient. Et j'ai pas l'écriture maladive ou le besoin de coucher des mots chaque fois, comme certains l'ont. Et on verra. Ok. Le mot de la fin, c'est ça. On verra, restez branchés. En tout cas, il y aura déjà au moins un morceau qui devrait voir le jour. Qui s'appellera Life. Il s'appellera Life. Comme ça, on a l'exclu. Merci en tout cas encore REDK pour ton temps, pour ta confiance. C'était le nouvel épisode de Parle-moi bien, épisode 3. Merci à tous et on se retrouve très vite pour un nouvel épisode. À bientôt. Ciao, ciao.